Un homme convoqué par la gendarmerie. Une affaire de cybercriminalité et de diffamation. Et au moment où il a le plus besoin d'un défenseur, son propre avocat claque la porte. Pas discrètement. Publiquement. Par écrit. Avec ampliation aux autorités. Georges Gilbert Bahongla, le président du Parti républicain du Cameroun, celui qui affirme être le fils biologique de Paul Biya, se retrouve aujourd'hui dans une position que ses adversaires n'auraient pas osé imaginer il y a encore quelques semaines. Seul. Sans défenseur. Face à une machine judiciaire qui, selon certaines sources, serait actionnée par nul autre que Franck-Emmanuel Biya lui-même. Ce que vous allez découvrir dans les prochaines minutes va vous montrer comment, en politique camerounaise, les rapports de force peuvent basculer en l'espace de quelques jours. Et pourquoi, parfois, le silence des avocats en dit plus long que tous les discours. Restez avec nous. L'histoire ne fait que commencer. Partie 1. Contexte et fait. Qui est Georges Gilbert Bahongla et d'où vient cette affaire? Pour comprendre la portée de ce qui se passe aujourd'hui, il faut remonter quelques semaines en arrière. Parce que cette histoire ne commence pas avec une convocation à la gendarmerie. Elle commence bien avant. Dans les méandres d'une polémique qui a secoué l'espace public camerounais avec une violence inhabituelle. Georges Gilbert Bahongla n'est pas un inconnu. Il est le président du Parti républicain du Cameroun, une formation politique qui, dans la galaxie des partis d'opposition ou de la société civile politique camerounaise, ne figure pas nécessairement en tête des sondages de notoriété. Mais depuis quelques mois, son nom circule dans toutes les conversations politiques. Et pas pour ses propositions de programme de gouvernement. Non. Georges Gilbert Bahongla fait parler de lui pour une raison autrement plus explosive, sa revendication d'une filiation biologique avec son Excellence Paul Biya, président de la République du Cameroun depuis 1982. Une affirmation qui, dans le contexte politique camerounais, a l'effet d'une grenade dégoupillée lancée dans une salle de réunion. Mais attendez. Parce qu'il y a un deuxième personnage dans cette histoire. Et pas n'importe lequel. Franck-Emmanuel Biya. Le fils officiellement reconnu du président de la République. Un homme discret, éloigné des joutes politiques quotidiennes, mais dont le nom seul suffit à faire taire les conversations dans les couloirs du pouvoir à Yaoundé. Lorsque Franck Biya décide de porter une affaire devant la justice, ce n'est pas une procédure ordinaire. C'est un signal. Un signal fort, clair, et parfaitement calculé. Et c'est ce signal que nous allons décrypter aujourd'hui. Revenons aux faits. Selon les informations disponibles, Georges Gilbert Bahongla a été convoqué devant le service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Les charges retenues contre lui? Cybercriminalité et diffamation. Deux infractions qui, dans le cadre légal camerounais, peuvent entraîner des conséquences judiciaires sérieuses. La loi sur la cybersécurité et la cybercriminalité au Cameroun est l'une des plus strictes de la sous-région. Et lorsqu'elle est invoquée dans un contexte impliquant des personnalités aussi importantes que Franck Biya, elle prend une dimension judiciaire et politique particulièrement lourde. Mais voilà. Pour faire face à cette convocation, pour naviguer dans les méandres d'une procédure judiciaire aussi délicate, il faut un avocat. Un professionnel aguerri, capable de comprendre les enjeux, de construire une défense solide et de tenir tête à des parties adverses disposant, selon toute vraisemblance, de ressources considérables. Et c'est précisément là que l'histoire prend un tournant que personne n'avait anticipé. Partie 2. Le conflit, l'avocat qui dit non. Le 30 avril 2026. Une date qui mérite d'être retenue. Ce jour-là, Maître Rufin Maillan, avocat inscrit au barreau du Cameroun, adresse une note d'information au service central des recherches judiciaires de la gendarmerie nationale. Le contenu de ce document est simple, direct et dévastateur pour Georges Gilbert Bahongla. Maître Maillan explique qu'un document circule sur les réseaux sociaux, laissant croire qu'il se serait constitué pour défendre les intérêts de Bahongla dans cette affaire. Et il tient à mettre les choses au clair, sans la moindre ambiguïté, ce document ne le représente pas. Il ne reconnaît pas les termes de cette correspondance. Il n'est pas l'avocat de Bahongla dans cette cause. Voilà. C'est dit. Publiquement. Officiellement. Sans détour. Mais ce qui rend cette prise de position encore plus intéressante, c'est la nuance qu'apporte Maître Maillan. Il ne dit pas qu'il n'a jamais défendu Bahongla. Il dit l'inverse, il reconnaît avoir assuré la défense de ce dernier dans une affaire antérieure, l'opposant à un certain Jean-Pierre Amougou Belinga. Mais il précise que cette défense passée ne crée pas automatiquement un lien de représentation dans toutes les causes ultérieures.
En langage juridique, on appelle ça l'absence de constitution automatique. C'est techniquement correct. C'est juridiquement irréprochable. Mais politiquement, c'est une rupture nette, publique et visiblement intentionnelle. Pourquoi rendre publique une telle clarification? Pourquoi ne pas simplement appeler Bahongla pour lui dire qu'on ne le représente pas dans cette affaire? Parce que Maître Maillan ne s'est pas contenté d'envoyer sa note à la gendarmerie. Il a adressé des ampliations, c'est-à-dire des copies officielles au gouverneur du littoral, au préfet du Wouri, au général commandant la 2e région de gendarmerie du littoral, au délégué régional de la Sûreté nationale, et aux organes de presse. Aux organes de presse. Ce détail change tout. Un avocat qui veut simplement clarifier une situation juridique n'a pas besoin d'alerter les journalistes. Un avocat qui envoie sa note à la presse veut que le message soit entendu, vu, lu et compris. C'est une désavouation publique. Et elle est spectaculaire. Mais derrière cet acte, selon certains observateurs avertis, il y aurait quelque chose de plus profond. Une réalité que peu osent nommer ouvertement mais que plusieurs sources semblent confirmer, Georges Gilbert Bahongla serait en train de vivre ce que les juristes camerounais appellent, avec un certain euphémisme, une solitude judiciaire. En d'autres termes, il ne trouverait pas d'avocat prêt à assumer sa défense dans cette affaire précise. Aucun avocat ne voudrait le défendre. Laissez cette phrase résonner un moment. Dans un pays de droit, dans un État qui se réclame du principe fondamental selon lequel tout accusé a droit à une défense, l'absence volontaire d'avocat prêt à prendre un dossier n'est jamais anodine. Elle révèle quelque chose. Un rapport de force. Une peur. Un calcul. Et dans cette affaire, ce calcul a un nom. Partie 3, révélation et décryptage, Franck Biya, la main qui frappe fort. Parlons maintenant de l'élément central de tout ce dossier. L'élément que beaucoup évoquent à voix basse mais que peu analysent ouvertement. Franck Emmanuel Biya. Fils du président de la République, Franck Biya est une figure particulière dans le paysage politique camerounais. Contrairement à son père, il ne fait pas de discours. Contrairement à certains de ses proches, il n'occupe pas de tribune médiatique. Il évolue dans des cercles d'influence sans nécessairement exposer ses mouvements. Mais lorsqu'il agit, l'effet est immédiat. Et mesurable. Dans le cadre de cette affaire, selon les informations disponibles, c'est bien Franck Biya qui aurait initié ou soutenu les poursuites judiciaires contre Georges Gilbert Bahongla. Les charges retenues, cybercriminalité et diffamation, seraient directement liées aux déclarations publiques de Bahongla sur sa prétendue filiation avec le président Paul Biya. Des déclarations que les proches de la famille présidentielle auraient jugées non seulement fausses, mais injurieuses et potentiellement dangereuses. Et voilà où les choses deviennent vraiment intéressantes. La cybercriminalité, dans le droit camerounais, couvre un spectre très large. La loi de 2010 sur la cybersécurité et la cybercriminalité punit, entre autres, les déclarations faites via des outils numériques, réseaux sociaux, sites internet, messageries lorsqu'elles sont jugées diffamatoires, calomnieuses ou attentatoires à l'honneur d'une personne. Dans ce cadre, les déclarations de Bahongla sur les plateformes numériques peuvent effectivement entrer dans le champ d'application de cette loi. Avec des peines pouvant aller, selon la gravité des faits et le niveau de juridiction, jusqu'à des amendes très lourdes et des peines d'emprisonnement. C'est un arsenal juridique puissant. Et lorsqu'il est mobilisé par des parties disposant de ressources considérables, il peut s'avérer particulièrement redoutable pour celui qui se retrouve en face, sans défenseur. Mais ce n'est pas tout. Il faut comprendre ce que signifie, dans le contexte camerounais, le fait d'être poursuivi dans une affaire impliquant directement un membre de la famille présidentielle. Ce n'est pas seulement une procédure judiciaire. C'est un message. Un message adressé non seulement à Bahongla lui-même, mais à tous ceux qui seraient tentés de s'aventurer sur le même terrain. La revendication d'une filiation présidentielle non reconnue, dans ce pays, n'est pas un acte anodin. C'est une ligne rouge. Et traverser cette ligne a des conséquences. Les avocats camerounais, en tant que professionnels du droit, sont évidemment conscients de ce contexte. Défendre Bahongla dans cette affaire, c'est se positionner, aux yeux de certains, contre des intérêts très puissants. Et même si le principe de la défense pénale implique que tout avocat peut et devrait être en mesure de représenter n'importe quel justiciable, la réalité humaine et institutionnelle est parfois plus complexe que les grands principes. Selon certaines sources, plusieurs avocats auraient décliné la demande de Bahongla. Les raisons invoquées seraient diverses, agenda chargé, incompatibilité de mission, etc.
Mais entre les lignes, selon des observateurs de la scène juridique camerounaise, une autre lecture serait possible. Celle d'un calcul rationnel face à un rapport de force extrêmement déséquilibré. Et c'est là que cette affaire cesse d'être simplement politique ou judiciaire pour devenir le révélateur d'un système. Un système où, parfois, la proximité avec le pouvoir détermine non seulement l'issue d'un procès, mais même la disponibilité d'une défense. Un système où certains dossiers sont, de facto, si lourds à porter que même les professionnels du droit préfèrent s'en éloigner. Ce constat, s'il devait se confirmer, poserait des questions fondamentales sur l'état de l'indépendance judiciaire et sur les garanties effectives du droit à la défense dans ce pays. Des questions que les organisations de défense des droits de l'homme et les barreaux africains ont souvent soulevées. Des questions qui restent, hélas, souvent sans réponse satisfaisante. Partie 4. Analyse satirique, le théâtre politique camerounais dans toute sa splendeur. Mes chers amis, permettez-moi maintenant de faire ce que le journalisme camerounais fait le mieux, regarder cette situation avec les yeux grands ouverts et un sourire en coin. Parce que cette histoire, si on la regarde de loin, ressemble étrangement à un épisode de telenovela. Avec des personnages hauts en couleur, des retournements de situation, des trahisons, des silences calculés et, au centre de tout, un homme qui pensait peut-être avoir trouvé la clé du royaume et qui se retrouve aujourd'hui à chercher, simplement un avocat. Commençons par l'ironie fondamentale de la situation. Georges Gilbert Baongla a passé des semaines à faire des déclarations fracassantes sur sa filiation présidentielle. Des déclarations qui ont créé du bruit, généré des débats, mobilisé des chroniqueurs et des commentateurs. Il était au centre de l'attention. Il occupait l'espace. Et aujourd'hui ? Aujourd'hui, cet espace s'est refermé sur lui comme un piège. Parce que dans la politique camerounaise, l'attention peut très vite se transformer en surveillance. Il y a dans cette affaire une leçon que les analystes politiques pourraient enseigner dans toutes les universités du pays. En politique, les mots ont un poids. Et lorsque ces mots touchent à l'intime d'une famille dont le nom est synonyme de pouvoir depuis plus de 4 décennies, ce poids peut devenir écrasant. Mais parlons de la figure de Maître Rufin-Maillan, parce qu'elle mérite qu'on s'y attarde. Cet avocat, en publiant sa note avec autant d'ampliation, a accompli quelque chose d'assez remarquable dans le milieu juridique camerounais. Il a dit non. Publiquement. Clairement. Et avec une précision légale qui laisse peu de place à l'interprétation. Dans un contexte où beaucoup de professionnels choisissent le silence plutôt que la clarté, ce geste mérite d'être noté. Qu'il soit motivé par des raisons purement juridiques, par un calcul politique ou par une combinaison des deux, il a eu pour effet de rendre la situation de Baongla encore plus visible et encore plus fragile. C'est un peu comme si, en plein combat de boxe, le coin de l'un des boxeurs se levait et quittait le ring. Devant tout le monde. Sous les projecteurs. Et voilà la vraie leçon de cette histoire. Dans les affaires qui impliquent le pouvoir, le vrai pouvoir, pas le pouvoir déclaratif des discours et des communiqués, mais le pouvoir concret qui déplace des convocations de gendarmerie et mobilise des arsenaux juridiques, les solidarités sont souvent plus fragiles qu'elles n'y paraissent. Les alliés d'hier deviennent les silencieux d'aujourd'hui. Les défenseurs annoncés se révèlent indisponibles. Et l'homme qui pensait être entouré se retrouve, au moment crucial, à compter ses soutiens sur les doigts d'une main. Voire moins. Ce n'est pas une spécificité camerounaise. C'est une constante de la politique africaine. Et mondiale. Mais il y a une autre dimension, plus grave, qu'on ne peut pas éluder. La question de l'accès à la justice. Si les informations relayées par certaines sources sont exactes, si effectivement des avocats refusent de défendre Baongla dans cette affaire, non pour des raisons techniques mais pour des raisons liées au contexte politique, alors on est face à une situation qui dépasse largement la simple anecdote judiciaire. Un état de droit garantit le droit à la défense. Ce n'est pas une option. Ce n'est pas un privilège réservé à ceux qui sont bien vus du pouvoir. C'est un principe fondamental, inscrit dans la constitution camerounaise et dans tous les textes internationaux auxquels le Cameroun est partie prenante. Et si ce principe venait à être compromis, même subtilement, même par la peur plutôt que par une loi explicite, ce serait un signal d'alarme que le pays ne pourrait pas ignorer impunément. Les investisseurs étrangers, dont parlait la lettre d'Aboaelo Pipoo dans notre épisode précédent, regardent aussi ces choses-là. Parce qu'un environnement judiciaire où l'équité de la procédure dépend de l'identité des parties n'est pas un environnement dans lequel les affaires prospèrent. C'est un environnement dans lequel la méfiance s'installe, les capitaux hésitent et les partenariats se font rares. Et là, le dossier Baongla cesse d'être une affaire personnelle pour devenir un enjeu de gouvernance. Revenons un instant sur Franck Biya.
Parce que dans toute cette histoire, il y a quelque chose de fascinant dans la manière dont il a géré cette situation. Discret, il n'a pas fait de déclaration publique. Il n'est pas apparu sur les réseaux sociaux pour répondre aux allégations de Bahongla. Il n'a pas accordé d'interview pour mettre les choses au clair. Non. Il a laissé le droit parler à sa place. Et c'est peut-être ça, la vraie démonstration de puissance dans cette affaire. Pas les grands discours. Pas les sorties médiatiques tonitruantes. Mais la capacité à mobiliser des mécanismes institutionnels sans avoir à hausser la voix. Dans la culture politique africaine, et camerounaise en particulier, on appelle parfois ça « frapper sans bouger ». Et si les informations disponibles sont exactes, Franck Biya vient de maîtriser cet art avec une efficacité redoutable. Mais voilà la question que tout le monde se pose à voix basse dans les milieux politiques et juridiques de Yaoundé et de Douala. Et si Bahongla trouvait finalement un avocat? Et si, malgré la pression supposée, un professionnel du droit décidait de prendre ce dossier, non par naïveté, mais par conviction? Quel serait alors le cours de cette procédure? Quel éclairage nouveau pourrait-elle apporter sur des questions que beaucoup préfèrent laisser dans l'ombre? Parce que dans un procès pénal, même sous pression, les vérités ont parfois la fâcheuse habitude de remonter à la surface. Les documents circulent. Les témoins parlent. Les procès-verbaux existent. Et dans l'ère numérique, les preuves numériques sont, par définition, difficiles à effacer complètement. C'est peut-être ça, au fond, le vrai enjeu de cette affaire. Pas uniquement punir des déclarations jugées diffamatoires. Mais aussi contrôler le récit. Décider de ce qui peut être dit, par qui, sur qui, et dans quel cadre. Et envoyer à tous ceux qui seraient tentés de s'aventurer sur ce terrain un message clair et sans équivoque. Conclusion, ce qui reste et ce qui vient. Alors, mes chers compatriotes, que retenir de cette affaire Bahongla Franck Biya? Premièrement, que dans la politique camerounaise, les alliances sont toujours conditionnelles. L'avocat qui vous a défendu hier n'est pas nécessairement celui qui vous défendra demain. Et lorsque les enjeux dépassent un certain seuil, les solidarités se révèlent dans leur vraie nature. Deuxièmement, que le pouvoir, au Cameroun comme ailleurs, ne se manifeste pas toujours là où on l'attend. Parfois, il est dans le discours. Parfois, il est dans le silence. Et parfois, il est dans une convocation de gendarmerie et dans l'absence d'avocats disposés à prendre un dossier. Troisièmement, que les droits fondamentaux, notamment le droit à la défense, ne peuvent pas être des variables d'ajustement dans les rapports de force politiques. Un État de droit, c'est un État où même l'adversaire du pouvoir a le droit d'être défendu. Et si ce principe venait à être sérieusement mis en question, c'est toute la crédibilité institutionnelle du pays qui en souffrirait. Et quatrièmement, et c'est peut-être le point le plus important, cette affaire n'est pas terminée. Elle est en cours. Les procédures judiciaires prennent du temps. Les rebondissements sont toujours possibles. Et dans la politique camerounaise, comme nous l'avons appris au fil des années, les situations les plus désespérées ont parfois les fins les plus inattendues. Je vous laisse donc avec une question. Une question simple mais fondamentale. Si vous étiez avocat au barreau du Cameroun aujourd'hui, et que Georges Gilbert Bahongla frappait à votre porte pour vous demander de le défendre, que feriez-vous? Partagez votre réponse dans les commentaires. Parce que cette question dit beaucoup sur ce que nous croyons vraiment de la justice, du courage et de l'état de droit dans notre pays. Abonnez-vous pour suivre la suite de cette affaire. Et partagez cette vidéo pour que le débat s'élargisse. Parce que certaines conversations ne peuvent pas rester enfermées dans les cabinets feutrés de Yaoundé. Elles appartiennent à tous les Camerounais.